pour les bipèdes. Et qu'est-ce... C'est quoi ce bruit ? Ah bah oui, bien sûr. Bonjour, je suis le Doc et ce que vous avez entendu, c'est le Néo. Bon, je me détransforme. Hop là, c'est moi. Et oui, c'est une émission spéciale Annecy. Pour ceux qui connaissent Annecy, bien évidemment, vous avez reconnu ce bruit que nous entendons avant chaque séance, quand il y a du tout noir. Voilà. Donc, bah oui, on est à Annecy. C'est la deuxième année qu'on couvre Annecy. C'est cool. On est hyper contents. Oui. C'est notre première émission donc de notre série de 3. Et ouais, il y en aura une aujourd'hui qui sera publiée dès le mercredi de la semaine d'Annecy. C'est ça. Et puis les autres arriveront derrière. Exactement. Comme l'année dernière, un petit peu, on coupe la semaine en 3 et puis on fait notre petit débrief. Aujourd'hui, on n'est que 2. Oui. On n'est que tous les 2, mais... On ne sera pas toujours 2. Exactement, parce que les prochaines émissions, eh bien, nous serons 3. Et oui, puisque Bibi va nous rejoindre. Alors... on va essayer de faire condenser, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses, même si c'est les premiers jours. Oui, là, il faut savoir qu'on est donc mardi après-midi, donc on a fait 2 jours et demi à peu près, parce que ça a commencé dimanche soir avec la cérémonie d'ouverture. On va y revenir, évidemment. Et donc, avant de rentrer dans l'art, toujours le petit quart d'heure marketeux, n'hésitez pas à nous suivre sur Patreon. Pour 1, 3 ou 5 $, vous avez accès aux émissions une semaine en avance. Bon, hormis celle-ci qui, évidemment, est spéciale et donc est accessible directement pour tout le monde. Mais si vous appréciez cette émission, si vous allez apprécier le ton et ce que vous entendez, eh ben, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, bientôt l'année prochaine. Bientôt 5 ans. Qu'on fait des émissions. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Parlez-en autour de vous parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, hein. Le podcast audio, c'est rare qu'on trouve ça sur Google en cherchant. Donc n'hésitez pas. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, il y a des spreadshirts, des dons, etc. si vous voulez vraiment soutenir. Mais déjà, si vous nous écoutez, c'est déjà un grand merci. Mais oui. Et donc voilà. Donc, alors on attaque dans le vif du sujet du Festival d'Annecy 2023. Yes. Alors, on a commencé tous les deux par la cérémonie d'ouverture. Eh oui, cette année, on a eu l'invitation. VIP ou on pas. a level up. Carrément. C'est cool. Non, c'est très bien. D'ailleurs, on remercie le Festival d'Annecy parce que, voilà, encore une fois, nous avons eu des chouettes accréditations de presse et c'est cool à eux vraiment de nous soutenir. Donc, on vous embrasse si vous nous écoutez. Merci. La manière de la récupérer a été facile. Il y a beaucoup de choses qui sont évidentes malgré le bordel ambiant qu'il y a parce qu'il y a quand même 3000 personnes de plus que l'année dernière. 16 000 personnes cette année. Hein. C'est ce qu'ils nous ont dit pendant la cérémonie d'ouverture, justement. Et malgré ça, on est quand même bien reçus, on a accès à pas mal de choses et c'est vraiment cool. Il y a même dans des séances, tout d'un coup, on te dit au fond, c'est pour la presse et les retardataires. Et tu dis, je suis pas retardataire, mais par contre, je suis presse. Et là, bon, d'accord, vas-y. Donc c'est vraiment cool. Et on remercie tous les bénévoles et tous ceux qui y organisent ce merveilleux festival. Oui, et d'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on fasse une émission sur justement l'organisation du festival, mais alors hors festival. Donc bien on essaie de choper ceux qui le font et comment ça se fait un festival comme ça, parce que c'est quand même de mémoire, enfin comme ça, c'est le premier ou le deuxième festival mondial. Oui, après Cannes, en gros, hein, c'est ce qu'ils avaient. Non, mais en termes d'animation, c'est. En animation, c'est même, je pense, oui, le plus gros. Hein, potentiellement. Bon, il doit y en avoir d'autres. Hein, qu'on va oublier, Marcel Jean l'a comparé à Toronto, Cannes. Le Lion d'Or et tout ça, enfin tous ces trucs là, la Mostra de Venise. Oui, voilà, donc non, c'est un très gros truc hein, quand même. Hein. Bon, bref. Voilà. Et donc cérémonie d'ouverture. Donc cérémonie d'ouverture, alors un petit peu pas en demi-teinte parce que mais voilà, avec les événements qui se sont passés, les événements dramatiques qu'il y a eu, voilà, ils étaient un petit peu là quand même derrière et dire mais bon, faut que la vie continue, voilà le petit message d'espoir évidemment, dire que c'était très bien d'avoir maintenu ce festival pour mettre une réponse franche à ces horribles actes et du coup c'était effectivement il y avait chacun leur tour ont eu leur petit mot là-dessus, que ce soit le maire, que ce soit Marcel Jean, donc le directeur artistique du festival. Et puis derrière on a eu un tout petit court-métrage aussi offert par les Mexicains, alors c'est comme ça qu'ils nous l'ont dit hein. Oui, puisque cette année le pays à l'honneur c'est le Mexique, l'animation mexicaine effectivement. Caramba.
Donc on a eu un petit cours aussi de tourtereaux qui se font un petit bisou. Pour l'anecdote, ça dure vraiment, c'est très court, mais ça démarre en 4/3 noir et blanc. Et donc il y a un des deux oiseaux qui fait de la gratte et qui essaie de faire la cour. Puis finalement la nana éteint la lumière et puis c'est elle qui vient devant lui qui lui fait un bisou. Et quand elle lui fait un bisou, on passe du 4/3 au 16/9 avec de la couleur partout et c'est trop joli. Et voilà. Mais bon, c'était leur micro réponse à ça et c'était très cool. Ouais, très sympa. Après, on a eu une réelle surprise une réelle très bonne surprise de la part de Walt Disney, des studios Disney, puisque cette année ils fêtent leurs 100 ans. Et ils nous ont offert un court-métrage, donc c'était en super world premiere. Personne n'avait vu ça en dehors de Disney. Exactement, et c'était un petit court-métrage alors qui commence en live action. Donc avec alors on voit une jeune étudiante et puis un vieux monsieur, puis bon alors pour ceux qui le connaissent, mais sinon bon voilà, il y a un vieux monsieur qui qui regarde les locaux de Disney en sortant. Alors, et puis il y a une anecdote, c'est pas n'importe quel vieux monsieur. Alors c'est je voulais y venir après. 70 ans de boîte. Tout à fait. Il a vécu plus longtemps que Walt Disney n'a vécu. Il a bossé dans cette boîte plus longtemps que Walt Disney n'a vécu, donc ça qui est assez fou quand même. Ouais, tout à fait. Et l'autre était une jeune stagiaire de Disney au moment où ça a été fait. Et donc il se retourne, il regarde et il dit ah là là, c'est beau, ces murs, machin, c'est incroyable cette histoire et tout ça. Donc ce plus ancien employé de Disney dit ah si les murs pouvaient parler, et il se quitte là-dessus. Et ensuite on a un plan sur les images de Mickey, Minnie, tout ça, et Mickey et Minnie commencent à s'animer et sortir du cadre de leur portrait, et tous les personnages de Disney depuis Mickey et Blanche-Neige jusqu'à Frozen, la Reine des Neiges, Réponse et tout ça, sortent de leur cadre et vont pour faire la fête et pour on va fêter les 100 ans et tout, c'est cool, génial. Petite séquence émotion quand Mickey se retrouve, c'est le Mickey classique qui se retrouve face au portrait de Walt Disney, et puis il le regarde et tout ça, puis oh là là, limite une petite larmichette, machin, puis il lui lâche juste un petit merci, et voilà, puis après il est emporté par la foule, tout ça, c'était émouvant. C'était vraiment très beau. Ils disaient qu'ils avaient rappelé autant que possible les animateurs de l'époque, les voix off de l'époque, etc. Qui pouvaient être là. C'était assez incroyable. Puis voilà, on sent. D'ailleurs, le générique était assez gros en fait pour un petit truc entre guillemets. C'est pas si petit au final parce que comme tu dis, il a fallu intégrer tout ça, que ce soit de la 2D ou de la 3D dans les prises de vue réelles du studio. Et c'était vraiment super cool. C'est vraiment un super moment, très rigolo, plein de petites blagues à droite à gauche et tout évidemment. Et voilà. Et c'est donc un animateur du studio. J'essaie de chercher son nom depuis tout à l'heure. C'est Trent. Non, Trent Corey et Dan Abrams, ce sont les réalisateurs. Dan Abrams, c'est le réal, mais Trent était un animateur à la base. Trent Corey était un animateur. Oui, tout à fait. Donc voilà, on va vous retrouver le nom. On est désolé, c'est un très grand animateur en plus. Donc Trent Corey, c'est ça, ouais. Trent Corey. Oui, mais Trent Corey, c'est un des réalisateurs. C'est pas le vieux monsieur. Non, le vieux monsieur. Alors là, c'est une très bonne question. Écoute, je cherche donc pendant que je continue à raconter. Voilà, je n'ai pas ton savoir et en animation, puis tu veux dire Google sous la main, quoi. Voilà, donc c'était super émouvant. On a eu ça, et puis on a eu, si je dis pas de bêtises, c'était tout, et puis on a eu... À savoir du coup que ce court-métrage sera diffusé avec Wish, en fait. J'ai lu ça d'accord, ok. dans les news, là, justement. En fait, c'est un court-métrage qui, du coup, sera... Parce que les gens se demandent, mais comment on va voir ça ? Oui, quand ce sera avec la sortie de Wish. Ça sera diffusé en même temps. D'accord, donc le prochain Disney pour Noël, quoi. Tu fais bien de préciser. Disney de Noël. Oui, voilà. Effectivement. Qui est donc le Wish, parce qu'il raconte l'histoire de la bonne étoile. Voilà, et pour les 100 ans de Disney aussi. Je savais pas du tout. Donc voilà, donc c'était super, très très beau moment. Et puis on a eu aussi la projection d'un film de Benoît Chieux qui s'appelle Sirocco et le Royaume des courants d'air. Oui. Donc il fait partie de la sélection officielle, et donc on a eu alors c'est plutôt 2D avec du décor de temps en temps un peu en 3D, etc. Enfin voilà, il y a un petit mélange, mais c'était de toute façon vraiment plutôt 2D.
nous avons l'info. Avant que tu rentres, ouais, parce qu'il y a quand même une info très importante, c'est Oui. que le vieux monsieur dont on parlait est décédé en fait en février cette année. Mais oui, bien sûr, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, j'avais oublié sans le relisant. Il s'appelle Bernie Mattinson et il avait donc son 70e anniversaire au studio et il est décédé en février 2023. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'était un hommage assez sympa aussi au passage, mine de rien. Voilà, c'était le petit moment Disney. Sirocco. Disney Tristoun. Donc ouais, non, Sirocco et le Royaume des courants d'air, donc très 2D. Alors, on a été assez partagé avec Léo. On peut déjà parler de l'influence majeure dont il ne se cache pas. Hein. Miyazaki, c'est clairement un Miyazaki à la française. C'est pas du tout péjoratif de dire ça. Non, puis il le remercie d'ailleurs, c'est la première personne qui remercie dans le... je veux dire, à la française peut sonner condescendant, oui, d'accord, mais non, pas du tout. C'est juste, c'est fait avec notre façon de faire aussi. Ça se sent dans le ton, dans pas mal de choses. Tout à fait. Donc oui, c'est une histoire, c'est un conte, vraiment, c'est... je vous fais le pitch rapido, voilà, il y a deux sœurs de 4-8 ans qui rentrent en fait dans l'univers d'un livre écrit par une copine de leur mère, parce qu'elles sont gardées par la copine de leur mère, et elles rentrent dans l'univers du livre qu'elle a écrit et qui s'appelle Sirocco et le Royaume des courants d'air. Et on sait à ce moment-là que la personne qui écrit ces bouquins, qui est une série de livres du coup, une série de mangas presque, ça ressemble vraiment à des mangas d'ailleurs quand elle les prend, a manifestement perdu sa sœur. Oui. Donc il y a un écho comme ça entre le fait que l'écrivaine a une sœur et qu'elles sont deux sœurs aussi. Et donc elle a forcément quelque chose de sombre à l'intérieur de ce livre qu'elle raconte à travers ce bouquin. Et donc les deux frangines rentrent dans cet univers et puis découvrent plein de choses qui ne sont... Alors qu'elles connaissent déjà, puisqu'elles ont lu bien évidemment les bouquins de Agnès, donc l'écrivaine, mais donc elles connaissent déjà des trucs de l'univers, mais il y a des choses qu'elles ne savent pas. Et donc, elles vont essayer surtout de trouver comment revenir à leur réalité. Voilà, donc dans leur monde, en gros. Donc voilà, donc c'est grosso modo, c'est ça. Et puis il y a Sirocco, donc qui est un grand magicien qui manie le vent, etc. et qui fait, il y a tout un tas de choses dans ce monde. Il est présenté comme le méchant de l'univers, qui crée des tempêtes et tout ça, machin. Et c'est assez marrant parce j'ai l'impression qu'il t'envoie un peu sur une piste étrange. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait à la sœur de l'écrivaine, tu vois, ce monsieur, parce que ça va être quand même un mâle. Et en fait, non, c'est pas du tout le propos du film. Non, pas du tout. Mais il y a tout ce truc, oui. Puis alors, il y a, comme on parlait de Miyazaki, parce qu'il y a ce besoin de laisser les choses planer longtemps et d'un coup essayer de faire une envolée, etc. avec de la musique. Ce personnage très mystique avec des vêtements qui volent dans les airs et tout, ça fait très 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 Chihiro. On voit qu'un œil au milieu de son écharpe et de son chapeau, etc. Ouais. Donc il y a un peu toute cette iconographie vraiment miyazakiesque, mais j'ai trouvé que ça manquait de côté épique. Alors, la musique, par contre, était chouette, était très, justement, épique, mais pour moi, il a manqué, justement, d'avoir des images et de l'animation épique au moment où la musique était épique. Là, du coup, voilà, ça manquait de dynamisme et d'énergie à certains moments pour relancer, justement, le côté contemplatif, qui était chouette, d'ailleurs. Après, les décors et tout ça étaient intéressants. Par moment, partie graphique était vachement intéressant, je trouve. Par moment un petit peu abstrait, un peu trop à mon goût. Vraiment, c'est des formes très géométriques, etc. Bon, ils nous ont expliqué qu'il y a eu 4 ans et demi de prod, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas que ça a été très long et difficile compliqué, à financer. Donc, on se doute bien qu'il y a eu des contraintes. Et par contre, ce que je trouvais chouette, c'est qu'on sentait la sincérité de l'équipe dans le film. Tout à fait. C'était vraiment quelque chose de très, très doux et très, comment on dit, authentique. Voilà, vraiment. Voilà. Donc ça, c'était chouette. Et j'ai pas passé un mauvais moment du tout. Bien au contraire, c'était un peu longuet par moment parce qu'il y a vraiment des plans contemplatifs. En fait, c'est ça l'équilibre dont tu parles de Miyazaki, où t'as un grand moment où ça plane et puis d'un moment ça part et tu te fais embarquer là-dedans. Et là, n'y est pas trop. Du coup, les plans longs se ressentent encore plus. Et donc ça rendait le film un petit peu longuet par moment, quoi. Il manquait les petites poussées d'adrénaline où t'es « Ouais, allez, vas-y,
Tu vois, ouais. ce côté-là, ouais, allez, on y va, on part à l'aventure et tout ça, voilà, ce petit truc-là qu'on a justement chez Miyazaki ou chez d'autres, hein. On parle de Miyazaki parce que voilà, il y avait une vraie corrélation, mais il manquait un petit, cette petite chose-là où quand on voit je sais pas, château dans le ciel ou quoi, où on est là derrière, hey, vas-y, c'est parti. Voilà, il manquait juste ce petit truc-là et c'est con parce que. Bah oui, puis sinon, il y avait un très bel univers. Oui, l'humour était très bon aussi. Enfin, c'est un humour pour enfants, mais qui marche très bien aussi pour les adultes, j'ai trouvé. La plus petite était un poil agaçant. Ah oui, tu as trouvé un poil agaçante. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'était son côté aussi, c'était son caractère, hein, mais voilà. Ça m'a pas dérangé. Bref. Non, c'est quand même un bon film. Si vous pouvez aller le voir au cinéma, allez-y. Ne serait-ce que graphiquement et tout ça, et vous dire que c'était quoi ? C'était français ? Oh, bien sûr. Oui. C'était complètement français. Hein. Oui, je savais plus si c'était une coproduction avec la Belgique ou quelque chose comme ça. Tu me mets un doute là. Je sais plus. On vous mettra un lien de toute façon vers le film dans les notes de l'émission. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et puis voilà, s'il passe dans votre cinéma, allez-y, quand même. Ouais, ne serait-ce que pour voir quand même le travail accompli, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Bon, après, il y a eu un petit cocktail, on est allé boire un petit coup, et voilà. Dire bonjour à quelques personnes. Et puis, donc Christophe Serrand qui se souvenait de nous. C'était très amusant. Mais oui, la voix de CGY, c'est le doc, je reconnais. Incroyable. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors ensuite, donc ça, c'était pour le dimanche soir. Le lundi. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais pour la première fois, le festival s'était étalé jusqu'au dimanche. Alors que normalement, il commençait le lundi. Ils ont grignoté un jour de plus. Ils ont fait un jour de plus, donc voilà. Lundi, je commence, j'y vais direct. Moi, lundi, dès le matin, 10h, Blue Giant, un film fait par le studio Madhouse et réalisé par Yuzuru Tachikawa. Qui est connu pour avoir aussi réalisé la série Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, on va dire. Donc c'est un film sur le jazz. C'est vraiment un film sur le jazz. On a l'impression de voir un Whiplash en animation, presque. Juste comment un mec complètement acharné qui joue sous les ponts à Sendai décide d'aller à Tokyo et de vivre son rêve de devenir saxophoniste professionnel et notamment jazzman, parce que jazz is life, jazzo is life. C'est vraiment, il y a des moments comme ça très shonen, tu sais, genre je serai le plus grand jazzman de tous les temps et le jazz est là pour sauver l'humanité, etc. C'est vraiment très drôle. Et donc voilà, comment il va rencontrer ses collègues comment ils vont monter leur groupe tous les trois avec un pianiste de renom qui a ce côté un peu classique, qui joue très bien du piano mais qui a du mal à s'exprimer en fait en vrai, tandis que lui est beaucoup plus à l'approche à la One Again sous son pont, mais par contre qui est capable de véhiculer des émotions très très fortes. Et un troisième luron. Entre la technique et l'artistique, en fait, c'est un petit peu. C'est un peu le débat du truc. Et d'ailleurs, au moment où ils doivent décoller, c'est là où ça pêche parce que il y a les deux là, et il y a le troisième qui est un pote du gars original qui tout d'un coup découvre la batterie parce qu'il lui demande de faire un rythme avec une canette à un moment donné. Le mec a plus d'emploi, il vient de perdre son boulot et tout, et il lui dit vas-y, mets-moi un rythme à la canette là pour que je puisse jouer mon saxo et tout. Et le mec, en faisant ça, se découvre une passion pour la batterie. D'accord. Et donc il se met à jouer avec eux. Et arrive ce moment où le mec à la batterie les a un petit peu rattrapés techniquement, mais il est un peu en dessous. Sauf qu'il y a un moment donné où il rattrape tellement Jean-Michel, j'apprends moi-même, que ce qui manque, c'est le pianiste. Le pianiste est froid, en fait. Il y a un article qui sort et qui dit le saxophoniste incroyable, le batteur a encore des progrès, mais vraiment nous a fait vibrer aussi. Par contre, le pianiste froid comme la mort, nous a pas rien fait vivre du tout, etc. Et donc, c'est comment ils vont surmonter toutes ces épreuves. Et voilà, c'est un film comme ça qui va alterner entre petite vie de groupe entre eux et moments sur scène. Parce que c'est vraiment des grosses séquences, hein, les moments de show, t'as vraiment des séquences de 5-10 minutes où c'est que eux en concert. C'est vraiment du jazz, quoi. Faut aimer le jazz parce que sinon le film, tu vas te faire chier, c'est sûr. Et puis voilà, la particularité. Tu vas peut-être découvrir le jazz aussi, ça peut être intéressant. C'est une très belle manière de le découvrir, ouais. Et t'as des moments donc dans le film qui sont la particularité un peu visuelle, on va dire. Déjà, il se la joue un peu soul, le film de Pixar. En mode, il y a des petites flashs de lumière. Dès qu'il commence à jouer, il rentre dans la zone. Il y a plus de décor et puis t'as des feux d'artifice et des trucs et tout, tu vois, comme si les émotions qui sont qui se manifestent, qui se matérialisent, on va dire, voilà.
Et il y a surtout un truc, et moi qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il passe de la 2D à la 3D par moment dans les séquences, tu sais pas pourquoi, en plein milieu d'un morceau, d'un plan à l'autre, ça passe à de la 3D, et la 3D elle est toute molle. Et donc moi pour surtout du jazz où c'est vraiment très rythmique, où les rythmes n'arrêtent pas de bouger et tout d'un coup ça fait un truc tout mou qui pour moi marche moins bien quoi, donc c'est dommage. Alors ça fonctionne dans l'ensemble, on va pas, voilà, puis je comprends l'économie que ça demande aussi, parce que c'est le moment où le mec s'envole en solo au saxo, tu te doutes bien que c'est chiant de animer toutes les clés, tous les doigts et tout machin, mais du coup bah voilà, ça a un petit peu pour moi dénoté le truc. Mais le film, il est incroyable. Il y a un cliffhanger, enfin un twist à un moment donné qui est juste, tu t'attends pas du tout à ce que ça arrive là. Il y a de l'humour, il y a du drame, il y a évidemment de l'amour de la musique à fond. Et donc, super cool. Super bon film. Un peu long. Je crois qu'il fait 2 heures, je crois, que j'ai vu tout à l'heure là. Ouais, c'est ça. Il fait 2h04, donc il était un petit peu long quand même. Ah oui, pour un film d'anime, c'est quand même. Pour un film d'anime sur le jazz. Ouais, donc voilà. Mais vraiment super cool. Très très belle histoire. Je vous conseille. Blue Giant. Ok. Bah de toute façon, vous retrouverez bien évidemment tout ça vers les notes de l'émission. Ouais. Moi, j'ai vu un film qui s'appelle Les Inséparables, donc qui est toujours dans la compétition officielle. Les Inséparables, qui donc est un film de Jérémy Degruzon de chez N-Wave, qui ils sont belges Luxembourg, belges. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est une coproduction Belgique Espagne France. Alors ils ont pris des scénaristes de chez Pixar qui ont fait Toy Story. Les scénaristes, c'est Bob Barlen et Cal Brunker, si vous voulez chercher sur IMDb. Et le film est un mélange entre Toy Story et l'histoire de Don Quichotte, Don Quijote de la Mancha, qui est... donc ce sont des marionnettes qui font leur spectacle dans la journée dans un grand parc, voilà, un petit peu comme à Lyon, le Guignol lyonnais, enfin bon bref, voilà. Donc ils font leur spectacle, tout ça, les enfants sont contents. Du théâtre de rue. Oui, c'est ça, mais dans un grand parc en fait, dans Central Park à New York. Et puis il y a une petite baraque où voilà sont les marionnettes. On voit pas le marionnettiste, mais on voit les marionnettes au début qui jouent comme des marionnettes, et voilà, puis le soir venu, quand il n'y a plus personne, les marionnettes prennent vie, et en fait elles sont vivantes. Voilà, donc ça rappelle un petit peu Pinocchio, Toy Story, oui, très léger, ou Pinocchio, un petit mélange entre Toy Story et Pinocchio. Donc il y a toute une petite troupe en fait de théâtre, quoi. Il y a un peu ce côté-là, troupe de théâtre. Et puis il y a un des personnages qui s'appelle Don. Ouais, on le sent venir. Qui joue le bouffon et qui rêve d'interpréter le héros. Et le héros, c'est une espèce de gros con prétentieux qui dit oui, mais moi je suis le héros, venez boire un coup, je vais toujours jouer le héros, etc. Mais on sent bien qu'il est pas héros pour dessous, quoi. Il est juste acteur, et il fait toujours la même chose. Et puis donc ce Don veut vivre une aventure épique et veut être il part dans son imaginaire, etc. Et puis il va alors il y a tout un enchaînement de un plot au niveau de l'histoire. Je vous dévoile pas, je vous laisse le découvrir si vous allez le voir en salle, parce qu'on peut aller le voir en salle, hein. Franchement, il est intéressant. Et puis bon, voilà, c'est une production belge, N-Wave. Voilà, je pense qu'il faut aller le voir, ne serait-ce que visuellement, c'est pas mal, il y a des choses qui sont intéressantes. Okay. Surtout entre, justement, le moment où ce sont des scènes réelles, entre guillemets, c'est-à-dire de leur réalité, donc là, c'est de la 3D, c'est physically based, au niveau de... Donc, c'est du PBR, donc c'est du rendu classique, du rendu classique, bien joli et tout ça, mais propre, mais pas forcément très cartoon, justement réaliste. Et quand ça part dans l'imaginaire de Don, et ben là on part sur un visuel beaucoup plus cartoon, beaucoup plus... alors, ça va parler à ceux qui connaissent, le shader Lollipop. Donc, un shader, en fait, pour faire quelque chose de très... presque 2D.
un petit peu avec des lignes noires pour souligner les contours, une sorte etc. de cel shading, tu veux dire. Entre le cel shading et le C'est un shader toon, quoi. Voilà, un shader toon, exactement. Donc, qui permet de faire la distinction entre les deux univers, entre la réalité et l'imaginaire. Et en fait, tout ce que lui s'imagine pour devenir un héros. Donc, il va s'imaginer qu'il traverse une forêt incroyable alors qu'il est juste dans un petit bosquet de Central Park. Voilà, pour faire un exemple. Et puis, qu'il va combattre un énorme lion, etc. Alors que c'est un petit chihuahua dégueulasse qui aboie. Et voilà. Donc, il y a tout ce truc-là qui est intéressant. Et il va bien évidemment rencontrer son Sancho Panza, qui est une espèce de donc son l'écuyer de Don Quichotte, qui est interprété par un ours un ours en peluche avec qui DJ Doggy Dog qui voilà, oui, c'est une espèce de d'ourson rappeur avec une bande magnétique à l'intérieur qui dit je suis un super rappeur, machin, tout ça, et va s'installer entre eux une amitié, une complicité, et puis ils vont vivre alors justement des aventures, etc. Donc c'est vraiment un mélange, comme je disais, entre Toy Story, Pinocchio et l'histoire de Don Quichotte. D'accord, ok. De Cervantes. Donc c'est intéressant, même s'il y a quand même un peu de déjà-vu, surtout dans le côté Pinocchio, Toy Story. Pinocchio, Toy Story. C'est propre, c'est beau. C'est bien foutu, j'ai mais l'impression que du coup c'est vraiment un mélange de l'histoire de Don Quichotte mais avec un univers Toy Story like, mais qu'il n'y a pas d'ajout plus que ça. Non, pas beaucoup plus. Il y a pas de. En plus, il y a pas forcément la quête de Dulcinée, qui est l'amoureuse de Don Quichotte, qui veut absolument séduire, etc. C'est une histoire d'amitié. C'est sur l'imagination. C'est sur l'imaginaire qui fait avancer aussi les choses. Donc là, le message est intéressant aussi, puisque c'est justement l'imaginaire de Don Quichotte qui donne l'énergie, la volonté de faire les choses, la motivation, etc. Donc il va motiver plusieurs fois d'autres protagonistes, d'autres personnages. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. J'ai trouvé, c'était assez bien poussé. Par contre, il y a des chansons. Alors personnellement, moi je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol des chansons dans les films d'animation, s'il vous plaît. Faites autre chose que du Disney. Oui, ça peut marcher, et même encore Disney, ça commence un peu à nous casser les noyaux. Je suis pas le seul à le penser, mais je le pense. Je dis et j'affirme bien haut mes opinions. Mais ouais, non, là il y avait vraiment. Il y avait vraiment des fois où est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une chanson à ce moment-là ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une chanson là-dessus ? Ça ne fait pas avancer le débat, ça ne fait rien. C'est dommage. C'est dommage, surtout sur ce buddy movie qui aurait pu être plus sympa, je pense. C'est un côté comédie musicale, du coup. Il y a des fois des côtés comédie musicale. Voilà, donc ceux qui aiment bien ça. Surtout la fin. No spoil, mais surtout la fin où là, ouais. C'était vraiment pour faire un peu plus que 1h15 en fait de film. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il aurait pu y avoir un peu plus d'histoire, un peu plus rocambolesque. Voilà, prendre encore un peu plus de Cervantes à rajouter là-dedans, et parce que l'histoire de Don Quichotte est vachement intéressante. Mais voilà. Ok. Donc intéressant, bravo quand même aux équipes, parce qu'il y a quand même, on sent qu'il y a quand même beaucoup de boulot derrière, donc c'est cool. Et puis le studio N-Wave est vraiment en train de sortir plein de trucs, et ils vont sortir plein de choses. D'accord. Ils vont essayer. Là, j'ai rencontré quelqu'un d'N-Wave. Attention, c'est une exclue. Ils en tous. Voilà, ils vont essayer de faire un film par an. Ils vont être sur un rythme à la Walt Disney, c'est-à-dire que ils vont faire 3 films en même temps, et pour avoir un roulement d'avoir un film par an. Donc bon courage à eux, c'est bien, tant mieux. Oui, c'est bien, mais courage. Faut prendre le temps de faire les choses bien aussi, c'est le risque quand même. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi. Voilà. Et en parlant de prendre le temps de faire les choses bien,
J'ai l'impression que j'ai un ton très très lourd. C'est parce que j'ai mal à la gorge, donc j'ai un peu de mal à m'emballer. Mais du coup, moi pendant ce temps-là, je suis allé voir Inspector Sun et la malédiction de la veuve noire, qui est un film espagnol fait par Julio du coup Soto. Je vais pas m'étaler très longtemps sur le film, mais je pense que ça en dira suffisamment. Je trouve que j'étais très surpris de voir ce film en séance événement. Alors je sais que le monsieur était déjà venu à Annecy avant. Alors ça m'énerve parce que j'arrive plus à retrouver ce qu'il avait fait avant. Il avait marqué un peu plus le truc. Julio Soto, si tu veux chercher, mon cher Doc. Mais c'est juste que bon, le pitch était super sympa, hein, c'était une araignée un peu James Bond-like avec son petit costard et son nœud pape qui dans le monde des insectes va enquêter sur un meurtre et du coup va découvrir plein de trucs et puis il va falloir essayer de suivre avec elle qui pourrait être le coupable. Sauf que c'est très 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 orienté enfant. L'humour a très peu fonctionné dans la salle, j'ai entendu très peu de gens rire. Et ça a un rythme frénétique, ça a vraiment ce rythme très preschool qui est assez fatigant. Et moi je trouve que techniquement c'était pas du tout à la hauteur, ça ressemblait vraiment à quelque chose des années 2000 et quelques, quoi, pas du tout 2023. Donc que ça aurait été en contre-champ ou film, je sais plus, il y a d'autres catégories comme ça où j'aurais compris complètement. Là en séance événement j'ai trouvé ça très très étonnant. Pour moi j'ai vraiment pas passé un moment très très amusant. J'ai trouvé le film relativement banal. Je suis désolé. Je me doute que l'équipe a dû travailler dur, mais voilà, ça a pas été une super aventure. Je m'attendais au début, en fait, je vois l'araignée arriver et tout. Je me dis oh trop cool, petit truc à la James Bond et tout, justement, ça va être top. Mais voilà, c'est pour moi en termes de scénario, c'est pas assez bien ficelé pour que ça tienne. Ce rythme effréné, les vannes toutes les 2 secondes, à chaque fois il y a un retournement qui relance l'histoire et tu fais mais c'est pas possible. Puis à la fin, du coup, quand il y a le grand reveal, c'est censé être le moment où t'es en tension et tu te dis oh mon dieu mais qui a fait ça? En fait tu t'en fiches un peu, donc du coup voilà, c'était pas une super séance. Alors Julio Soto Gurpide, visiblement, oui, avait fait Deep. Ah oui, c'est ça, ils ont parlé de ce film que je n'ai pas vu du coup. Apparemment une histoire sous-marine avec des petites pieuvres et tout ça. Ok. Bah oui, alors en plus je m'attendais à des images un peu cool et bon. Bref, tu peux enchaîner le doc. Du coup, moi j'ai fait mon petit passage. Tu veux que je fasse ma dernière séance de la journée? Si tu veux. Comme ça, ce sera fait. Bah comme tu veux. Allez, vas-y, parce c'est parti. Elle est courte. Ouais. Pour contrebalancer, derrière, on a eu la concierge du Grand Magasin, qui est un film un peu, je savais pas du tout ce que j'allais voir. C'est un film d'1 heure, donc vraiment déjà le format est spécifique. Et c'est une gamine qui est dans un magasin, un énorme centre commercial, et qui trébuche sur la concierge du magasin. Et elle tombe amoureuse vraiment de cette dame. Elle dit mais je vais faire ça quand je serai plus grande, c'est sûr, et tout, ça va être trop bien. Et on suit du coup son premier jour. Elle grandit, en fait il y a une ellipse comme ça, elle a grandi. Et on suit son premier jour, les jours d'après, etc. Puis elle a son manager qui est un espèce de Waluigi, tu sais, vraiment, il a des grandes moustaches en W, tu vois, il sort de n'importe où du magasin, entre les vêtements, d'une casserole, d'un mur. Oui, c'est genre, il est partout, tout le temps quoi. en train de la surveiller, tu vois. Donc c'est très drôle, c'est vraiment très 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 drôle. Ouais, le message est bizarre, mais en vrai, c'est drôle. Et donc, on se rend compte, en fait, que ce magasin a été construit uniquement pour les animaux en voie de disparition. Et que en fait c'est un film qui parle des animaux et et qui d'une manière assez fine arrive à amener sur ce territoire de regarder en fait si vous faites pas gaffe en fait vous allez détruire trop de trucs stylés en fait. C'est juste ça, on n'est pas en train de vous blâmer, oh mon dieu, il faut rouler à l'eau et voilà, mais c'est plus tout est fait pour que il faut absolument choyer les animaux qui sont là. Puis alors t'as des trucs rigolos, genre le pan qui peut pas s'empêcher de faire la cour à l'autre en levant ses plumes, et du coup elle est là, elle doit lui dire mais désolé mais on peut pas faire ça dans un magasin, mais en même temps elle peut pas le dire parce que il faut qu'elle protège les animaux, donc il faut qu'ils viennent absolument pour être défendus et tout. Et du coup, l'autre, il a comment ça, vous trouvez que mes plumes sont moches, machin. Et elle est là, mais non, pas du tout. Mais par contre, c'est juste son éclat incroyable qui risquerait d'aveugler les autres animaux, etc. Enfin, nos autres clients de choix. Nanana. Et, tu vois, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment très très drôle. Donc voilà, c'est un film d'1 heure, un peu concon, mais très mignon et qui t'emmène sur ce territoire
assez finement en disant que voilà, donc il y a un homme qui un jour a construit un centre commercial pour justement qu'on se souvienne en fait et rappeler les humains que toutes ces espèces ont disparu en fait. Une espèce d'arche de Noé. Inversée, un peu, mais pour montrer voilà que tous ces trucs-là ont disparu et que si on continue comme ça, c'est une histoire qui va se répéter et ça va être compliqué et on va en perdre au change quoi. Ok. Voilà. Écolo et intelligent et. Ouais. Et puis vraiment très très léger par rapport au thème, tu vois, qui pourrait être relou. Ouais. C'était super cool, vraiment drôle et tout, nickel. Enfin, c'est une belle séance de fin de journée pour tout le monde. Cool. Tout le monde a adoré, ouais. La concierge du grand magasin. Oui. Parfait. Donc, à recommander. Oui. Eh ben moi, j'en ai un autre à recommander. Alors, je vais pas pouvoir en dire beaucoup parce que normalement, on est sous embargo. Ah bon ? Oui. Comment ça ? Parce que c'est les Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah, t'as le droit d'expliquer ce que t'as vu quand même. J'ai le droit d'expliquer ce que j'ai vu, mais je pense que au niveau des critiques et tout ça, je suis pas sûr. Donc j'ai pas envie qu'on ait des problèmes. que Nickelodeon nous tombe dessus. Hein. Merci, messieurs Nickelodeon. Si vous nous écoutez, ne nous tapez pas. Donc oui, j'ai assisté à une séance WIP, donc Work in Progress. Donc le film n'était pas terminé, il était terminé, on va dire à 90% à peu près. T'avais quelques plans qui étaient vraiment pas compés, pas animés. Oui, il y avait quelques rares plans qui étaient en layout. Okay. Quelques plans qui étaient juste animés. Et après, d'autres qui étaient à peine lightés. Alors, beaucoup de travail. Alors, si vous avez vu la bande-annonce qu'ils ont sortie, voilà, vous voyez que c'est extrêmement stylisé, un peu à la Spider-Verse. Hein, c'est quand même... voilà, il y a du lancement quand même par rapport à ça. Mais, donc, le côté comics, hein, je vous rappelle que les Tortues Ninja, c'est quand même à la base des comics, des fanzines même à la base, parce que les deux auteurs avaient dessiné ça vraiment comme un comics fanzine qui vendait un peu sous le manteau dans leur université, et puis ça a pris, enfin bref, je vous encourage d'ailleurs à regarder l'épisode de Toys That Made Us, donc sur Netflix, donc c'est un petit documentaire, enfin c'est des séries de documentaires sur comment ont été créés certains jouets, certaines marques, enfin certains jouets en fait, voilà, genre voilà, Barbie, G.I. Joe, les bisounours ou je sais pas quoi, et il y a un épisode sur les Tortues Ninja qui est vachement intéressant. Bref, on le mettra dans les notes de l'émission parce que on essaiera de le mettre dans les notes de l'émission. Et donc là, c'est on retourne encore à cette idée de comics au cinéma, de comics en film d'animation. Donc avec une patte graphique où on va avoir où on va garder des coups de crayon. Même des fois des espèces de gribouillis pour faire une ombre, pour faire simuler une lumière, par exemple une lumière volumétrique. On va faire 3 traits et puis quelques coups quelques autres coups de crayon ou pour les phares des bagnoles, avoir des traits comme on pourrait faire, comme les enfants peuvent faire des soleils par exemple. Voilà, ce genre de choses. Donc on en voit un petit peu partout. Donc c'est tant que t'es sur l'artistique, moi je vais te demander. Je suis un peu vierge de tout ça. J'ai vu des images comme ça à droite à gauche. J'ai fait exprès de pas regarder pour découvrir. Et mes deux inquiétudes, c'est est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose de véritablement différent de Spider-Man ? Oui. Et la deuxième, est-ce que justement le côté un peu trop crayonné, enfantin, etc., c'est pas un peu trop brouillon ? Est-ce qu'ils ont réussi à faire un truc qui est quand même quali ? Alors, il faut un truc quali au niveau de la technique. Ouais. Parce que du coup, en voyant des plans qui n'étaient pas lightés, par exemple, ou voilà, du coup, on voyait des petits, on voit que les coups de crayon, c'est de la modée. Certains, c'est de la modée, certains, c'est voilà. Donc, il y a des trucs vachement intéressants. C'était intéressant de voir cette version WIP, du coup, de voir un petit peu, d'imaginer un petit peu comment ils avaient travaillé. Donc, je suis pas sûr que le style graphique plaise à tout le monde. D'accord. Qu'on soit bien d'accord. Okay. C'est un parti pris graphique vraiment fort et assez personnel. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier. Sans dire que c'est dégueulasse, hein, mais ça, effectivement, ça fait un peu pas fini. Il y a un côté justement, c'est pour ça que je disais que je parlais du rapport aux comics et du retour aux comics, parce que quand on avait eu la série animée ou alors sans parler des films, hein, mais la série animée des années, je sais pas, 90, 2000, voilà à peu près. Là, on avait quelque chose de très propre, très lisse. Donc on a encore cette image-là, mais là, on est sur vraiment quelque chose de retour
aux pages de comics et avec vraiment voilà des petits coups de crayon pour les ombres, pour des traits de visage, pour voilà ce genre de choses. Donc oui, ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est quand même un film 3D. C'est un film entièrement en 3D, bien évidemment. Ok. Alors en plus, on est du point de vue des tortues. Donc les tortues sont très chouettes. Elles ont chacune une tête et une vraie personnalité, la vraie personnalité des tortues ninja. Donc ça, c'est super. Ils les ont très très bien rendues. Alors mention spéciale pour Splinter qui n'est absolument pas comme dans le dessin animé où une espèce de vieux maître machin très sage, voilà, très yodesque entre Yoda et les films de Kurosawa, tu vois, mais là c'est presque à la limite un vieux papa juif qui veut garder ses enfants et tout ça, mais qui a un côté Yoda quand même parce qu'il leur a transmis le savoir et tout ça. Donc c'est très très drôle de ce point de vue-là. Ça change vraiment par rapport à l'origin story des Tortues Ninja. Et après, comme je disais, c'est le point de vue des tortues. Donc du coup, les tortues sont très chouettes, sont jolies, mais c'est les humains qui sont assez particuliers. Assez, je dirais pas moches, mais en tout cas extrêmement dissymétriques. Et avec des proportions extrêmement bizarres. Essayez de choper ça dans les trailers qui sont sortis. Parce qu'on le voit dans les trailers. Je pense qu'on le voit, oui, on doit le voir. On doit voir quelques images, alors très fugaces, mais en tout cas, on doit le voir. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. C'est pour ça aussi que je dis que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, parce que au début, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait des gueules comme ça aux humains ? Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est le point de vue des tortues, parce que les humains voient les tortues comme des mutants, des trucs horribles et tout ça. Oh mon Dieu, c'est des horribles monstres et tout ça. Alors que les tortues sont jolies. Et du coup, vu que c'est le point de vue des tortues, bah du coup, ils voient les humains comme des monstres, etc. Enfin, des gens, des trucs horribles, voilà, qui veulent leur faire du mal, etc. Donc, oui, le parti pris est intéressant graphiquement quand même. Et alors, un truc surtout, c'est que c'est ultra fun. Sachant que t'as raté la moitié des blagues parce que c'était en anglais. Exactement, c'était en anglais non sous-titré, donc il y a des fois, ils parlent tous en même temps des fois, et donc du coup, j'étais entouré d'Américains qui se bidonnaient pendant toute la séance, et moi, il y a des fois où j'ai fait, j'ai loupé une blague. mais bon, j'en ai quand même eu, hein, j'ai un certain niveau d'anglais, mais voilà, c'est vraiment très très fun. Le film est fun. Cool. Fun. Ils essaient pas de se prendre au sérieux et de faire un film pas du tout. Juste avec une patte graphique, mais un fond hyper premier degré, c'est plus l'éclate quoi. Ouais. Pour et moi, ça les s'adresse Tortues Ninja, vraiment. C'est ça. Hein. Voilà. Et ça, mais c'est pour ça que je dis. c'est vraiment pour ça que je dis, ça revient vraiment à l'essence du comics et pas des films ou ou de la série animée. Et cool. alors. Un des auteurs, c'est Seth Rogen, donc qui est quand même connu, tapez son nom sur IMDb, vous allez voir tout ce qu'il a fait, c'est notamment l'histoire des Sausage Party. Ouais. Voilà, c'était vraiment très extrême, hein, on est bien d'accord. Il est connu pour la déconne, quoi. C'est ça, c'est vraiment, allons-y dans la déconne, mais voilà, c'est quelqu'un d'irrévérencieux et qui va faire et faire dire les choses sans filtre. Mais du coup avec énormément d'humour, moi c'est un humour qui me plaît beaucoup et qui plaît beaucoup quand même à pas mal de gens, donc faut y aller tranquille en mode ado. C'est vraiment un film qui s'adresse aux ados et aux adultes qui sont restés un peu ados. Okay. Donc c'est vraiment un film pour les geeks, de geeks, etc. Enfin voilà, ça fait vraiment à tous ces échos-là. Donc c'est vraiment, vraiment très très sympa. Donc je peux pas en dire plus. Petit bémol par rapport à April O'Neil, que je sais pas. Elle a des proportions assez bizarres et ça m'a fait étrange. Voilà, c'est vraiment... au début, j'ai eu du mal à me dire, mais merde, c'est pas April, ça. Sans dire qu'il faut que ce soit Lara Croft, hein, on est d'accord, mais ça fait bizarre. Et en même temps, après, on se dit, ouais, ok, c'est une geek, c'est machin, mais il y a un petit peu le côté, l'image de la geek, mais le mauvais côté. Un petit peu, voilà, lunettes... caricatural un peu, quoi. Caricatural un poil. Okay. Un poil caricatural, c'est dommage, mais
Après, on s'y fait, et en même temps, le personnage est fait pour ça aussi. Donc, voilà. Puis ça change de, là, dans les derniers films, où c'était l'espèce de bombasse siliconée, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui joue comme une bombasse siliconée. Parce que les Tortues Ninja en film, c'est Michael Bay, non ? Oui, donc en ça plus. doit être Megan Fox, j'imagine. Exactement, voilà, c'est ça. J'avais même pas retenu son nom, donc voilà, vous voyez. Alors, c'est l'antithèse de Megan Fox, hein, absolument rien à voir. Enlevez-vous ça de la tête. Tout que le silicone, c'est pas bon pour la santé. Voilà, mais en tout cas, ouais, le film ultra fun, très sympa. Donc voilà, je vous le conseille. Il sort le 2 août. Oui, c'est ça, le 2 août. Okay. Allez-y. Franchement, vous allez passer un super bon moment. Très bien. C'était la fin de la journée du lundi. Ou t'avais encore autre chose le lundi soir ? Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Non, alors moi, je me suis fait un petit... Alors, je vais être très très court. Je me suis fait un petit plaisir parce que je suis un grand fan de l'univers de Leiji Matsumoto. Qui nous a quittés malheureusement l'année dernière, donc qui est le papa d'Albator, etc. Et là, dans les Annecy classiques, puisque dans le festival d'Annecy, ils reprennent ils remontrent, voilà, ils font des fois des rétrospectives, des choses comme ça, avec des vieux films d'animation. Et là, c'était Galaxy Express 999, donc qui est donc dans l'univers d'Albator, etc. Et donc là, c'était le premier film, donc réalisé par Rintaro, qui a fait Astro Boy, Metropolis, et des épisodes de Galaxy Express, de Albator, de Queen Emeraldas. Là, c'est donc là le film qui était sorti en 1979, donc au siècle, au millénaire dernier, mais toujours d'actualité quelque part par rapport au transhumanisme. Tu disais que voilà, c'était un film qui, sans problème, peut être vu encore aujourd'hui, et on se rend compte que en fait, c'est toujours les mêmes thèmes qui nous posent problème aujourd'hui, quoi. C'est ça. Quand on voit des jeux comme Deus Ex, quand on voit des jeux ou des films à la Blade Runner, enfin plein de tous ces films qui se posent la question: est-ce qu'on sera mieux quand on sera en robot, quand on pourra. Le questionnement de la SF en général. Oui, ce sont des questions de SF, bien évidemment. Voilà, tout ce qui est la vie éternelle, la mort, qu'est-ce qui fait l'importance de la vie, etc. Donc, quand on le voit maintenant, on se dit, bah ça, on l'a déjà vu. Ouais, mais non, attendez les gars, ça a été fait en 79, Galaxy Express, Albator et tout ça. C'est une certaine origine. Alors en plus de l'écriture, hein, de tout ce qui a été les Philippe K. Dick et compagnie, hein, bien évidemment, tout ça, ça fait partie de la même famille, mais de la même famille des origines justement de la SF et de la SF qu'on a aujourd'hui avec les Matrix et compagnie, voilà. Oui, parce que c'est de l'animation japonaise du coup. Alors oui, c'est du manga. Hein. Donc c'est du manga. Ça aussi qui n'était pas forcément habituel. Ça a l'air d'être plus des thématiques de l'Ouest. Oui. Dans un style japonais, et du coup c'est peut-être ça aussi qui est assez original, un peu comme tu pourrais avoir je sais pas moi dans Akira, où il y a un mélange des trucs comme ça. C'est ça. Bon, après c'est des thématiques universelles, c'est ce qu'on disait quand on en parlait, c'est que bon, normalement c'est des choses effectivement qui sont quasiment intemporelles et que tu peux toujours regarder et apprécier. Et là en plus c'était une version restaurée par des gens de la Toei, donc copie impeccable. Est-ce que tu sais s'ils prévoient de le ressortir, publié en physique? Je pense que s'ils l'ont restauré, c'était pas que pour Annecy. Oui, je pense qu'il va y avoir du Blu-ray, du DVD. Oui. Alors si vous voyez ça, c'était quoi le titre vous déjà aimez ça, Galaxy Express 999. Galaxy Express 999. Ouais. Okay. Alors il y a 2 films et là c'est le premier. D'accord. Ah, il y a 2 films en plus. Oui. Alors c'est pas une suite, hein. C'est c'est une autre histoire, mais qui se passe dans le même univers, etc. Okay. Donc voilà. Alors pour info, Rintaro, donc c'est un très très vieux mangaka qui a 82 ans maintenant, mais qui a fait notamment Le Roi Léo. Oh putain, oui. Dont s'est inspiré Disney pour Le Roi Lion, le serpent blanc, l'histoire du serpent blanc, etc. Enfin voilà, Metropolis, Astro Boy, etc. Enfin voilà, donc c'est pas n'importe qui. Que des bangers. C'est ça, et on en reparlera de Rintaro puisqu'il a sorti un film qui va être à Annecy, et j'ai ma place déjà. Voilà, donc je vous en reparlerai, je pense, à l'émission qui est à la 3e émission. La dernière, d'accord. Voilà, mais si vous aimez l'univers, si vous voyez le DVD ou le Blu-ray sorti, allez-y. Très bien. Eh bien, allons, la journée du mardi maintenant. La journée du mardi. Alors, qu'as-tu fait, toi ? Moi, j'ai dormi la première séance.
Malheureusement, alors vous allez comprendre que j'ai pas passé une début de semaine incroyable. Ça va commencer là avec la milieu de la journée du mardi. Mais ce matin, donc, Art College 1994, qui est un film chinois, donc chinois sous-titré anglais, donc déjà c'était à 9h du matin, il fallait s'accrocher. Mais en plus, comme je suis à moitié malade et que j'ai pas super bien dormi, c'était vraiment très 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 dur. Donc je vais pas vous mentir, je me suis un peu endormi à plusieurs moments. J'en ai vu suffisamment quand même pour voir que c'était un film. Je pense que j'étais pas dans le mood et qu'à cause de la fatigue et tout, je suis passé à côté. D'accord. Mais que je pense que c'est un film qui est quand même relativement cool à avoir. C'est un film qui vraiment comment dire s'astique le membre. Oh là là. Quel est le nom du film? Tu nous as pas donné le nom. Si, Art College 1994. Pardon, excuse-moi. Art College 1900, oui, c'est vrai que ça te paraît bizarre comme ça, donc j'ai dit ça dans le vent, mais c'est le titre du film. Art College 1994. Et donc, c'est vraiment deux Chinois qui sont dans une école, dans une université d'art. Et ils arrêtent pas de se questionner en permanence, ils philosophent H24 sur l'importance de l'art, qu'est-ce que ça fait chez l'humain, est-ce qu'on devrait pas plutôt un peu comme Blue Giant d'ailleurs, hein, un peu les mêmes thématiques, sauf que là c'est vraiment philosophé à l'extrême, c'est vraiment le cliché de l'étudiant en art qui se pose des questions sur la vie, qui fume des clubs toute la journée et qui est là, tu sais, t'as l'artiste un peu, parce que le film commence, ils sont devant un tableau contemporain, tu vois, ils sont en train de faire des trucs, pas contemporains mais d'art moderne on va dire, et qui sont en train de peindre. Et il y en a un des deux qui est plus, on va dire, terre à terre, et l'autre qui est plus dans l'abstrait. Ouais. Et celui qui fume des clopes, il est vraiment en mode non, mais l'art, de toute façon, c'est là pour qu'on s'exprime et tout, machin, là, un truc comme ça. Et puis bon, de toute façon, même de l'être, quoi. Même si les gens comprennent pas, hein. etc. Oui, mais le cliché, justement, c'est ça. Et l'autre à côté est plus en mode oui, mais le problème, c'est qu'on va pas nous voir si on fait que des trucs débiles, pas des trucs débiles, mais des trucs qui sont inaccessibles, etc., etc., etc. Mais eux après vont vraiment dans des références très précises de la philosophie, de l'art, etc. Tu vois leurs cours, c'est pareil, ils se posent des questions sur métaphysique en permanence, quoi. Donc en fait c'est un film de 2 heures en chinois, sous-titré en anglais pour nous. Bon, ce sera peut-être sous-titré en français quand il sortira, ou il sera peut-être même doublé en français, pourquoi pas. Et je pense que doublé en français de manière assez fine, ça sera un film intéressant. Okay. Mais c'est un film d'intello, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un film d'intello, donc il faut s'accrocher. Mais et puis c'est un peu des évidences à notre âge, j'ai envie de dire. Après c'est pareil, quand t'as 20 ans tu découvres un film comme ça, c'est un film qui te retourne le cerveau parce que c'est des questions que tu t'es pas encore vraiment posées en fait, tu vois, et tu commences tout juste dans le milieu de l'art, et tu vois, et donc il est intéressant, je pense, quand même. C'est juste que c'était vraiment très long. Et alors le problème, c'est que, punaise, s'il vous plaît, amis chinois, si vous m'entendez, mettez des intonations quand vous faites des doublages, parce que là, c'était vraiment tout le temps comme ça. Je vais parler comme ça en permanence, et il n'y a jamais aucune montée, aucune descente. Ouais. Et voilà. Et donc, si je faisais tout le podcast comme ça, je pense que vous tiendrez pas 1h30, donc 2 heures, imaginez. Donc voilà. Donc c'était très sympa quand même. Je me suis endormi, donc je vais pas vous dire que j'ai tout retenu. Mais ça avait l'air assez profond, assez... Alors, est-ce que c'est pas... en t'écoutant, je me dis, est-ce que c'est pas justement un film pour les Chinois ? Peut-être. Par rapport à... Parce que leur pays, l'oppression, tu vois, par rapport à la révolution culturelle, etc. Oui, il y a des blagues très drôles par rapport à ça, d'ailleurs. Il y a des blagues très drôles, il y a des rapports aussi aux Américains et à la façon dont ils consomment l'art. Genre, mais non, mais les Américains, n'importe quoi. De toute façon, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils détruisent tout, machin. Il y a vraiment ce côté un peu revanchard. C'est assez rigolo. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, un côté, on va dire, révolutionnaire-nationaliste un peu qui ne nous touche pas, puisqu'on n'est pas de cette culture-là. Je pense. Après, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout l'aspect on est contrôlé, on peut pas faire ce qu'on veut, etc. Tu vois, qui est plutôt. Mais d'ailleurs, je pense que c'est même un cliché que nous on a en vrai, et que je pense que eux en interne dans une classe d'art, ils doivent peut-être pas se dire ça. Parce que ça reste une classe d'art quand même, tu vois, ils se cultivent, ils voient des trucs de l'Ouest, c'est pas non plus la dictature à ce point. Mais en tout cas, c'est pas tant évoqué que ça. C'est vraiment des questionnements sur l'art et comment tu le fais, comment t'as envie de le faire, qu'est-ce que tu peux faire, comment ça atteint les autres, entre la musique aussi, parce qu'il y a des musiciens dans le bâtiment, autant que des sculpteurs, que des dessinateurs, etc. Donc tout ça se télescope un peu, et voilà. Donc film d'intello. Très cool, mais film d'intello, donc vous savez où qu'est-ce que l'art, et est-ce que l'art libère l'homme ? Voilà. Et film d'auteur, vraiment. Il y a vraiment côté film d'auteur, tu vois, avec des grandes lenteurs, quelque chose de très posé, on va pas faire des blagues, on va pas machin, c'est très, très, très... Et puis c'est peu animé, donc aussi c'est pas évident, quoi. 2 heures...
On respire pas beaucoup. Donc voilà, mais c'était cool, hein. C'était cool. Très très sympa dans ce dessin. Non. Et ben moi ce matin j'étais à une conférence Epic. Alors la première conférence, parce que là on parle la première de film conférence. depuis tout à l'heure. Oui, ça y est, bah là c'est lancé. Hein. J'ai quelques films, mais sinon, bah, vous savez, je suis assez conférence et assez conférence tech. Et du coup, bah là, c'était une conférence donc Epic Game, hein, bien évidemment les créateurs d'Unreal Engine. Et là, c'était le côté educational. Donc là, c'était comment faire apprendre Unreal et mettre ça dans les écoles de 3D. C'est vraiment l'intégrer comme une option presque allemand ou anglais. Pas forcément comme une option, mais comment faire apprendre Unreal dans les écoles. C'est fou, ouais. Parce que... pas les écoles d'enfants, les écoles... Non, les écoles de 3D, bien évidemment. 3D, oui. Okay. En maternelle. Alors, tu prends la souris, tu prends un acteur et tu le fous là. Non, pas du tout. Mais dans les écoles de 3D, qui sont en général plutôt tradis. Quand j'entends tradis, c'est... ça va être du Digital Content Creator, du DCC à la Maya, avec du Arnold, avec du ZBrush, avec... voilà. Donc là, c'est... parce que voilà, Unreal a vraiment quelque chose de particulier, ça c'est quand même un moteur de jeu à la base, et ça tend de plus en plus vers l'animation, et ils veulent aller vers l'animation. Alors petit spoil, on va faire des émissions avec Unreal, hein, pour Unreal, pour vous expliquer un petit peu plus Unreal avec des gens qui justement sont dedans. Donc ça c'est super cool, parce que je ne suis pas le seul à penser que c'est vraiment le futur de beaucoup de studios d'animation qui sont en train justement de passer à ce côté temps réel, puisque c'est la force du moteur Unreal. Ils sont en train de chercher comment s'en servir surtout. Alors comment s'en servir, etc. Bien évidemment, comment s'en servir en termes de pipeline, de workflow, de comment est-ce qu'on intègre ça dans un studio d'animation pour faire de la série, pour faire du film d'animation, etc. Parce qu'on gagne énormément de temps, et c'est ce qu'il disait aussi dans la conférence, c'est qu'on gagne énormément de temps en rendu, en beaucoup de choses en fait. Le moteur Unreal bouffe du polygone, mais par millions, donc, et des assets par millions aussi, et je n'exagère pas. Donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là, et c'est vrai que c'est l'avenir, le temps réel, je pense, est vraiment l'avenir du film d'animation. Et donc, eux se sont concentrés à comment mettre ça dès l'école pour que les gens arrivent sur le marché en étant déjà formés, quoi. C'est ça, parce qu'ils disaient, les studios qui veulent s'y mettre, c'est cool, c'est super, c'est tant mieux. Mais quand ils cherchent des artistes, ils n'en trouvent pas. Ou alors, ils vont trouver des gens qui ont bidouillé des trucs dans leur coin, mais qui ne sont pas vraiment formés comme vont être formés des étudiants à Maya, ZBrush, Photoshop, etc. Ça fera écho avec ma conférence dont je parlais tout à l'heure. Je tease le truc dans 10 minutes, mais... tu vas voir, ça va être intéressant ce que tu viens de dire. Ouais. Voilà, donc du coup, il y avait des gens qui avaient fait des projets là-dessus. Il y avait même, il y avait des étudiants aussi, je vais insister un petit peu là-dessus. Il y avait des étudiants de l'école MOPA de Arles qui se sont dit, nous, on va faire pour notre projet de fin d'année. Ils avaient un petit c'est même pas un projet de fin d'année, je crois que c'était un exercice qu'ils avaient à faire, un petit teaser de 30 secondes, 1 minute, un truc un peu commercial avec un slogan, je sais pas quoi. Voilà, un petit exercice comme ça, ils se sont dit, on va le faire sur Unreal. Mais ils n'avaient pas de cours d'Unreal. Mais ils se sont dit, on va se démerder. Okay. Donc ils se sont démerdés. Alors, ils ont fait un truc simple, mais efficace et quand même relativement bien fait. Donc c'était cool, et de voir que justement ça intéresse beaucoup les jeunes. Alors attention, c'est pas le monde des bisounours. Ils ont dit et tous, il y avait d'autres projets. Il y avait 2 minutes, le studio 2 minutes qui a montré des choses qu'ils ont fait eux sous Unreal. D'accord. Voilà, il y avait d'autres intervenants, et ils disaient à chaque fois, alors oui, c'est super, ça nous fait gagner en efficience, c'est en temps de rendu, en machin, en truc. Voilà, on n'a qu'un seul logiciel, on travaille comme le jeu vidéo avec ce qu'ils appellent un GitHub qui permet de travailler sur le même fichier. En fait, voilà, pour vous expliquer ça, vous exposer ça, voilà. Mais en gros, c'est une espèce de cloud où chacun va, quand on travaille sur son fichier, ensuite
on le met sur le cloud et le copain peut le récupérer et travailler dessus. Voilà, pour travailler toujours sur la même chose et itérer au fur et à mesure. Normal, ouais. Donc voilà, comme dans le jeu vidéo, comme on fait dans le jeu vidéo, ou dans la programmation. Quand on va faire des programmes, des logiciels, ils utilisent ce genre de choses. Donc il disait c'est super, voilà, mais il y a quand même des soucis. Alors en termes de ça, en termes de ci, voilà, je vous la fais courte. C'est là où on leur demandera justement au podcast, parce qu'on est tout le temps en train de dire il y a des soucis là et là, mais on sait pas c'est là et là c'est quoi, et je pense qu'ils vont pouvoir nous répondre, nous dire où est-ce qu'ils ont encore besoin de s'améliorer. Ça qui va être intéressant dans cette émission. Ouais, tout à fait. Notamment dans l'import de fichiers, il disait par exemple là, pour l'animation, on a été obligé de prendre des alambics, des ABC, des points ABC, donc est un format de fichier particulier, voilà, qui a été créé par Pixar il y a pas mal de temps. Mais ce fichier-là, du coup, il y avait des soucis. Il y avait, on n'avait pas tous les trucs, ça marchait pas toujours. Voilà. Je spoil du coup, mais c'est ce que nous ont dit Unit aussi. L'USD et ABC, c'est pas encore complètement intégré. Ils sont encore surtout sur du FBX. Alors c'est peut-être très technique, mais c'est le format qui est utilisé notamment en jeux vidéo. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien maintenant. Et apparemment, par exemple, ça, c'est un des problèmes qui fait que, sauf que nous, on bosse tous en ABC ou SD aujourd'hui dans la CG, donc c'est compliqué. Exactement. Oui, mais parce que c'est un moteur de jeu. Ouais. Alors, Epic en est tout à fait conscient et ils veulent l'améliorer. Ils ont vraiment cette volonté de travailler avec des studios, d'avoir des retours, d'avoir vraiment des échanges pour aller dans ce sens-là. Et ils savent qu'ils sont jeunes dans cette industrie, donc ils vont se pousser au cul là-dedans. Donc c'est vraiment cool de voir justement cette synergie et cette envie de vouloir aller vers ce moteur et vers le temps réel. Et puis je pense que c'est extrêmement pertinent de dire qu'il faut former les gens, parce que bon, je re-spoil, la conf Unit aussi qui en parlait, que même eux, quand ils recrutent des gens, il suffit que le mec soit plus formé sur 3ds Max que sur Maya, il va bosser sur 3ds Max, quoi. C'est tout. Il s'adapte, tu vois, en fait. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est qu'aujourd'hui, si t'es là, tout le monde est sur Unreal et toute ta boîte est sur Unreal et que tu dois chercher des gens qui savent animer dans Unreal, par exemple, tu vois, bon courage pour trouver des gens qui sont capables de le faire. Donc, bon. Ouais. Donc voilà, c'était très intéressant. Puis il y avait Praxinos, mais petit spoil, nous allons avoir très certainement une émission avec Praxinos qui fait du layout et pas du layout, du storyboard et en fait de la 2D dans Unreal. Donc dans un logiciel de 3D en temps réel. Pourquoi, comment? Qui est pourtant connu pour faire surtout du réaliste, en fait. On dit toujours Unreal fait du réaliste à fond, et là, tout d'un coup, ça va être intéressant d'avoir... Ouais. Mais on a vu des trucs cartoony et tout, vraiment, vraiment chouettes. Enfin, je pense que voilà, il y a vraiment des choses à pousser. Et donc, si vous êtes directeur d'école, si vous êtes directeur de formation, allez contacter Unreal. Et si vous voulez bien évidemment faire des formations Unreal, etc., contactez les gens de chez Unreal parce que ils ont besoin d'avoir des écoles, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont certifiés Unreal et qui peuvent certifier Unreal, qui peuvent entraîner et apprendre à apprendre Unreal à des profs. Donc allez voir notamment João da Silva, Johan da Silva, qui est le représentant en France justement de toute la partie educational, et on va essayer de le choper pour la mission. Ça pourrait être bien, pourquoi pas, nous parle d'Unreal et tout ça, ça pourrait être bien. Voilà. Donc c'était conférence vachement intéressante de ce point de vue-là, très enrichissante. Donc apprenez Unreal si vous avez envie de développer une nouvelle, d'apprendre en tout cas un nouveau soft qui va être utilisé dans beaucoup de studios. Très bien. Voilà. Bon, Unreal, c'est vraiment l'avenir. De toute façon, je suis d'accord avec toi. Enfin, une fois qu'ils auront réussi à faire tout ça. Moi, du coup, derrière, dans l'après-midi, j'ai vu un film qui s'appelle Le Château solitaire dans le miroir, qui est un film de Keiichi Hara, qui avait fait Un été avec Kou. C'est le design C2O, c'est un truc qui est connu. Là, je le montre à Doc parce que j'ai vu cette couverture partout. J'ai jamais vu le film, mais voilà. Mais sinon, il est connu dans les années 80 pour avoir été réalisateur d'énormément de films. Doraemon, qui est un personnage très connu en Corée et au Japon.
Il a fait aussi Misokusai en 2015 et Wonderland, le royaume sans pluie en 2019. Voilà, c'est des films japonais comme ça qui sont peut-être pas forcément beaucoup vus, mais qui sont en parallèle c'est dans toute la stratosphère des films japonais. Voilà, de chacun essaie un petit peu de tirer son épingle du jeu. Et je pense que celui-là, ça va être celui qui peut convaincre vraiment, parce que je le trouve vraiment très joli. C'est l'histoire d'une petite fille qui est victime d'harcèlement à l'école, donc voilà, thème encore joyeux. Et d'actualité. Et complètement d'actualité, évidemment. Sauf que la manière dont il l'aborde est vraiment maligne. Et alors, c'est marrant, ça fait un peu penser à Sirocco, parce que c'est vraiment ce film où ça démarre en 10 minutes, t'es dans le monde imaginaire, tu vois. Parce que c'est ce genre de film japonais où ça démarre avec un sujet très sérieux, puis arrive quelque chose où ils traversent un monde et ils sont dans un autre monde. C'est vraiment le même principe. Là, c'est un miroir, en l'occurrence, le miroir de sa chambre, qui se met à briller. Alice. Et elle traverse... Alice. Oh, oui, aussi, évidemment. Et elle traverse ce miroir, et de l'autre côté de ce miroir, elle rencontre 6 autres personnes qui, manifestement, vivent la même chose qu'elle. Alors ça, ils s'en rendent compte au fur et à mesure. Et il y a une petite fille avec une tête de loup, une petite fille qui ressemble au chaperon rouge, avec la tête du loup sur la tête, en masque. Ouais. C'est très étrange, très très étrange, et qui vient leur expliquer un peu à la Squid Game, bon bah voilà, vous pouvez venir là de 9h à 17h, heure du Japon, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de sécher les cours pour venir dans ce monde. Donc c'est encore plus important, parce que du coup, effectivement, tu démarres le film, elle est déscolarisée, elle peut plus y aller, tu sais pas encore pourquoi, mais bon, tu comprends que c'est pas possible. Elle dit qu'elle a mal au ventre et ça lui permet d'éviter le truc. Et sa mère n'est pas au courant de ce qui se passe, mais bon, elle accepte la situation. Et donc, elle rentre dans ce monde, elle rencontre ces 7 personnes, et voilà, il y a une espèce de petit jeu comme ça où elle lui dit, il va falloir trouver la clé. Si vous trouvez la clé, il y a une seule de vous 7, une seule des personnes qui va pouvoir réaliser son vœu, et tout le monde oubliera ce qui s'est passé. D'accord. Ou alors, vous trouvez pas la clé et vous garderez les souvenirs que vous avez. Alors évidemment, elle va se lier d'amitié avec cette personne, et du coup, va se poser la question de ne spoil pas. Est-ce que je prends mon vœu? Est-ce que je reste avec ces gens-là, etc., etc. Et donc tout ça est entremêlé des passages où tu apprends ce qui lui est arrivé dans l'école, tu apprends tu apprends aussi que donc la mère n'est pas au courant, etc., etc. Bref, la manière dont c'est amené, la manière dont elle découvre aussi ces gens, la manière dont elle se rend compte que c'est pas elle le problème du tout, etc. Tout ça, elle est très jeune, je crois qu'elle est au collège, je crois qu'elle est en 4e ou 5e, un truc comme ça. Ok. C'est amené avec beaucoup de finesse, c'est très beau. C'est drôle 2D, par 3D? moments. 2D, ouais. 2D. Film japonais 2D classique, vraiment. C'est joli. Franchement, je trouvais bien écrit. Ça m'a beaucoup emporté. J'ai dû partir, malheureusement, 10 minutes avant la fin, justement, où on sait si elle va prendre la clé ou pas. Ah, donc tu ne sais même pas donc si je elle ne prend sais la clé pas. ou pas. Et non, même moi, je m'autotise. Mais j'ai passé un très, très, très bon moment. Et je conseillerais donc le château dans le miroir. Le château solitaire dans le miroir. Voilà, si jamais vous le voyez sortir, il est censé sortir en 2022. Il est sorti au Japon le 23 décembre 2022, mais je vois pas de sortie en France. 13 septembre. Voilà, le 13 septembre de cette année sortira le château solitaire dans le miroir. Je vous conseille très 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 fortement. C'est un très beau film. Très bien. Voilà. Et où tu t'es pas endormi? Non. Alors que j'étais en pleine gestion. Non. Alors, ma dernière conférence, et puis après, je te laisserai la parole pour toi, ta dernière conférence. Ouais, qui était vraiment trop bien. Ma dernière conférence, c'était sur, j'ai fait une journée un peu thématique. Le temps réel, les intelligences artificielles, est-ce que ces outils vont révolutionner l'animation? Une conférence sur une semaine complète qui s'arrête jamais. C'est impossible d'y répondre. Alors, on n'a pas discuté avec ChatGPT, mais en tout cas, on en a beaucoup parlé. Donc, il y avait plusieurs intervenants justement de différents studios. Il y avait Blue Zoo, il y avait Blue Spirit, il y avait d'autres productions qui justement ont expliqué un petit peu comment est-ce qu'ils utilisaient le temps réel et l'intelligence artificielle dans leur production, dans leur pipeline, dans leur workflow. Et c'était super intéressant parce que c'était des utilisations totalement, en tout cas, différentes à chaque fois. Il y en avait qui, par exemple, se servaient de... Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail. Par contre, je vais essayer de mettre des photos de certaines slides qu'il y avait
dans le Discord, donc les patriots-bipèdes qui sont seniors, qui ont accès au Discord, pourront voir ces images. Donc, ils résument un petit peu les différentes utilisations. Donc, voilà, si vous voulez voir, devenez patriots-bipèdes seniors. Hein, ouais, voilà. Au passage. Au passage, voilà, ça c'est glissé. Donc, il y en avait qui disaient, moi je l'utilise par exemple pour tout ce qui est inspiration. Je vais utiliser DALL-E, je vais utiliser Midjourney pour pouvoir récupérer des refs, des choses comme ça. Moi, j'utilise le temps réel, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué par rapport à la conférence du matin. Les avantages du temps réel, etc., de la rapidité, du calcul d'image, etc., de la visualisation dès le layout, par exemple, au niveau lumière, au niveau shader, etc. Voilà, c'est vachement intéressant. Et pourquoi ils mettaient les deux ensemble, temps réel et IA parce que c'est les deux technologies émergentes qui viennent justement dans l'industrie de l'animation. Ok. Mais par rapport à l'IA, justement, j'insiste un poil plus sur l'IA. Du coup, il y avait... il y avait Dada Animation, il y avait... je viens d'avoir les noms. Genius Brands International et Critters, qui étaient des petites vidéos faites avec DALL-E, justement. Mais... faites à l'aide de DALL-E. À l'aide de DALL-E. Complètement avec DALL-E. Alors... quasiment complètement avec DALL-E, par exemple. Pour l'exemple de Critters, c'est donc le gars, là, Chad Nelson, qui est l'auteur-réalisateur. Lui a découvert DALL-E, genre avec un prompt à la con, une bestiole, un monstre avec des poils qui s'interroge sur le sens de la vie face à une chandelle, tu vois, face à une bougie. Et DALL-E lui a sorti une image et il a fait « mais c'est génial ce truc !» Et il a passé 8 heures dessus. Enfin bref, il nous a raconté tout ça. Et il a créé tout un petit monde avec des monstres et un petit court-métrage en fait avec des monstres qui étaient des monstres créés par DALL-E et des environnements créés avec DALL-E. Qui fait DALL-E, donc DALL-E, donc qui est une des intelligences artificielles qui crée des images. Oui, c'est bien de l'expliquer, effectivement. Oui, mais bien sûr, voilà, comme Midjourney fait pareil. Sauf que là, DALL-E ils ont chacun des spécificités et DALL-E, par exemple, permet à partir d'une image, d'une photo, alors soit qu'il a créé lui-même, soit qu'on lui injecte, de dire recrée-moi le décor autour. Je veux que tu me crées un peu plus de décor. Je pense que vous avez déjà vu ça sur peut-être des articles si vous vous y intéressez un petit peu. Et donc il a fait ça et il a fait tout un petit court-métrage là-dessus. Alors après il l'a passé à des motion graphers qui ont permis de faire de l'animation au niveau des petits personnages, des images fixes. Qui les ont rendus animables avec un lip sync, des mouvements de lèvres, etc., et des mouvements de visage. Alors là, par contre, avec de l'intelligence artificielle de reconnaissance faciale et pour pouvoir animer les visages de ces monstres avec une webcam avec une caméra d'un iPad, par exemple. Oh là 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 là. Donc, ça a l'air expérimental, dit comme ça. Hein ? Ça a l'air expérimental, dit comme ça. Oui, c'est un peu expérimental, bien évidemment. C'est toujours de l'expérimental. Mais du coup, voilà, il a voulu pousser le concept et dire, je vais faire un jusqu'où je peux aller. Jusqu'où je peux aller. Ouais, ok. Et puis avec, alors par contre, il a utilisé des voix, pas de synthèse, justement pas d'intelligence artificielle, mais des vrais doubleurs. Et puis, mais il a animé tout ça. Il a fait animer tout ça aussi. Donc c'est au niveau des bras des monstres, etc. Enfin, de tout un tas de petites choses. Donc c'était vachement intéressant de voir justement comment chacun utilisait l'intelligence artificielle. Il y en a qui l'utilisent, par exemple, chez Blue Spirit, pour... ils font analyser les scénarios et chaque scène, de chaque séquence de série, etc. Et puis, ils disent à l'intelligence artificielle, fais-moi la liste de tous les objets, tous les assets dont on a besoin. Pour éviter, par exemple, à ce que ce soit les gens de la production qui le fassent. Et il disait, c'est pas pour remplacer des boulots, c'est pour éviter les parties reloues et redondantes. Et donc, si c'est relou et redondant, c'est source d'erreurs humaines, parce qu'au bout d'un moment, quand on se fait chier à taper le même nombre de trucs, alors que la machine ne va pas le faire, avec une analyse, etc., de dire quels assets il y a besoin pour tel plan, etc., et de travailler avec ShotGrid et de faire
le lien entre chaque plan et les objets dont il y a besoin. Elle fait ça en lisant le scénario ? En lisant le scénario. Ça me paraît très bizarre quand même. Alors après, le scénario est relativement détaillé, pour savoir et tout ça, mais... J'ai l'impression que si tu écris ton scénario en sachant que ta prod va être faite comme ça derrière, d'accord, mais si tu l'as pas pensé avant... Alors bien évidemment, il faut que ce soit pensé avant, il faut qu'il y ait un minimum... tous les objets que tu veux dans ton image. Voilà, mais il faut qu'il y ait un minimum de préparation avant par rapport à... je vous fais pas le détail. Genre tu mets décor, jour, décor maison, bidule, machin, parce que tu sais, voilà, ça je comprends, le dépouillement de base, quoi, mais après, il y a une limite quand même. Mais après, il prend la tasse à café, il va falloir prendre une tasse à café indépendante du décor parce qu'elle va être animée. Tu vois, par exemple, ça me paraît surréaliste. Ça me paraît mais c'est aussi source d'erreur, en fait. Si tu veux, en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quel est le véritable gain de temps. Parce que de toute façon, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un check derrière pour les construire. Si tu fais une confiance aveugle dans la machine... moi j'y parie 12 000 euros que tu ouvres ta scène Maya et qu'une chance sur 3 il y a un truc qui va pas, tu vois. Alors, donc après s'il faut attendre que ce soit l'animateur, parce que je prêche pour ma paroisse, qui ouvre le truc et qui disent mais en fait j'ai pas ce qu'il faut, et après ça remonte toute la chaîne et c'est beaucoup trop tard pour remonter un asset, enfin tu vois, il y a des limitations dans ce truc que je trouve très étranges, applicables à un petit cours, mais alors jamais applicable à l'échelle d'un long, quoi. Alors attention, c'est quand même tout un travail en amont, ils ont quand même tout un pipeline fait pour, donc ils ont quand même, ils ont quand même éprouvé leur truc, fait des tests, etc. Enfin voilà, et apparemment ça marche quand même plutôt bien, et du coup la prod fait son boulot de prod et pas forcément des boulots, enfin des parties pénibles de dépouillement, de choses comme ça. D'assistant réel un peu, ouais. Mais ça rejoint une autre et question. C'est un exemple, hein, attention, ce n'est qu'un exemple de ce que peut faire, ce qu'ils utilisent. Oui, parce que moi en fait j'allais rejoindre ça, une autre question qui est la question de l'IA en tant que telle, pas du terme en fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on met tout dedans. Ça rend la chose un peu mystique, et on a tous justement l'intitulé du créneau là de la conférence. Pour moi, elle aurait été intéressante de dire, je sais pas comment l'exprimer, ça se réfléchit, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on arrête de dire IA pour tout. Oui. Parce que c'est un peu tout en même temps. Justement, déjà tout à l'heure on a déjà dit DALL-E, Midjourney, ChatGPT, c'est déjà 3 trucs différents, et tu peux en avoir pour le son, tu peux en avoir pour tout en fait, et moi, j'ai l'impression que le fait de le mystifier comme ça vend un peu... Enfin, soit vend du rêve, soit met des inquiétudes, comme je viens de le faire, tu vois. En mode, attends, quoi ? 2 secondes. Alors, par contre, tu me dis, on a automatisé le dépouillement avec un outil. Là, je te fais plus confiance déjà, tu vois. Je te dis, je serais quand même dubitatif, mais c'est... Voilà, tout ça pour dire que je trouve que ce terme, il a un risque. Il faut pas tout mettre dedans. Et on est d'accord, ça veut c'est tout pas rien magique. dire. C'est pas magique, c'est ni magique ni la solution à tous les problèmes. Et puis surtout, ce qu'il disait, c'est de faire attention à quelle intelligence artificielle ou quel algorithme, quel parler d'algorithme, je trouve ça plus marrant, quel outil de machine learning ils utilisent, sachant qu'ils disaient, d'un point de vue de sécurité, on ne va pas utiliser Midjourney en production ou ChatGPT en production parce qu'on ne sait pas où vont les données, bien sûr. etc. Donc ils ont leur intelligence artificielle, ils travaillent avec des universitaires, ils travaillent pour avoir leur truc petit peu propriétaire dans le studio, au sein du studio, et qui est hermétique au studio. Donc voilà, tout un tas de choses comme ça. Étonnant. Mais en tout cas, il disait vraiment, c'est pas pour piquer le boulot des gens, mais vraiment pour éviter au maximum les erreurs et les tâches reloues. Oui, ça n'empêchera pas de justement virer des emplois. Faire exploser tout ce qui est créativité et efficience, et que l'humain reste quand même au centre de tout ça. Ouais, c'est l'éternel débat. Voilà. Ça supprimera forcément des emplois, mais en vrai, ça va enlever des emplois de merde, donc est-ce que c'est pas plus mal ? Mais ça va en créer aussi. C'est toujours la même question. Voilà, parce que finalement, c'est ce que j'allais dire, demain, c'est presque un boulot de la CG, d'être quelqu'un qui est capable de faire de l'algorithme et du deep learning et tout ça, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans nos métiers, mais ça pourrait très bien... Complètement. Transvaser. Donc c'était vachement intéressant, en tout cas,
de manière créative, voir comment ils avaient tout intégré, intégrer tout ça, et puis après, voir comment est-ce que ça évolue, les inquiétudes, bien évidemment. Il y avait une question, c'était mais moi je suis écrivain et je suis auteur et vous êtes en train de me piquer mon travail avec vos conneries, grosso modo. Et d'un coup, les gars étaient un peu gênés aux entournures en disant oui, non, enfin c'est pas vraiment, oui, mais non, enfin vous allez toujours avoir du boulot, mais ce sera pas tout à fait le même. Puis il disait c'est pas s'adapter ou mourir, c'est plus compliqué que ça, et on est en phase d'expérimentation et on teste et on regarde, et voilà. Donc détendez-vous les gars, personne va vous piquer votre boulot pour l'instant, aucune machine ne va piquer votre boulot pour l'instant, mais peut-être l'alléger pour que vous travailliez plus de manière créative et que la créativité humaine soit quand même beaucoup plus mise en exergue. Que vous kiffiez votre boulot, quoi. Et que vous kiffiez votre boulot. En fait, exactement, tu résumes tout à fait le truc. Voilà, donc je mettrai quelques slides dans le Discord. Ça, c'est cool, ça. J'ai hâte de voir. Et donc, ta dernière conférence, et nous nous arrêterons là parce qu'on a quand même 1h15 d'émission pour l'instant. Très bien, et bien ma dernière conférence, la voilà, c'est la conférence Unit Image. Et donc, un petit retour sur plus de 10 ans de fabrication chez eux. Ils nous ont montré un petit peu tout, vraiment, de comment est-ce qu'ils fabriquaient, qu'est-ce qu'ils fabriquaient, avec qui ils fabriquaient. C'était vraiment un très beau tour d'horizon, ça durait 1h30 à peu près, 1h15. Ils font essentiellement quoi ? Histoire de résumer, Unit. Globalement, ils font surtout du clip, du clip de la petite bande-annonce jeu vidéo, quoi. Okay. Mais petite bande-annonce, full CG, de qualité. Ils se sont comparés à Blur. Ils disaient que quand Blur était à l'époque à son plus gros moment, pareil, ils faisaient des génériques de films complètement en 3D hyper poussés ou de jeux vidéo, etc. Ils disaient qu'eux, ils voulaient faire le Blur à la française parce qu'ils avaient plein de leurs potes qui étaient partis, justement. Et ils disaient, mais merde, on peut peut-être faire ça chez nous. En fait, on est peut-être pas obligé d'aller aux US. Et il a sous-entendu qu'ils avaient réussi. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Ils font vraiment un truc hyper quali. Et ils font des très très belles choses chez eux. Ah, c'est vraiment... je vous invite... du coup, ils nous ont montré leurs 3 démos. Il y avait une démo reel globale, on va dire. Une démo reel axée sur les VFX et une démo reel axée sur les créatures. Okay. Et elles sont toutes trouvables sur YouTube, je pense, parce que c'était des liens YouTube, donc à mon avis elles sont trouvables, et toutes elles sont vraiment effectivement impressionnantes. Ils cumulent là des projets du God of War, du League of Legends, du Beyond Good and Evil 2 qui a marqué à l'époque beaucoup de gens, je crois qu'il y a du Game of Thrones dedans, ou la série, ou je sais plus, ils ont fait du Love, Death and Robots, ils ont fait des épisodes pour Love, Death and Robots, etc. Ils font que des trucs Netflix, hyper stylés. Donc, ils nous expliquaient que, déjà, c'est un studio, faut savoir, ils ont démarré à 4, maintenant ils sont 150, voilà. En 10 ans, ça a bien gonflé. Ils mettent leur temps, quand même, à gonfler. C'est pas non plus, on a fait un gros succès d'un coup, on fait un long métrage. Le long métrage arrive, doucement. Oh. Ils sont en train de s'attaquer à ça, ils ont leurs IP à eux, etc. Ils ont des trucs qui sont en train d'arriver. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont devenir 500 non plus demain tout de suite. On sent qu'il y a quelque chose de très organique dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Ils disaient par exemple qu'ils adoraient prendre des généralistes. Ouais. Ils ont vraiment ce côté à l'ancienne, et justement ils disaient que chez Blur, chez qui d'autre, je crois que chez Blizzard ou chez Weta, qui ont tendance à faire ça aussi, à prendre beaucoup de généralistes. Chez ILM, ils ont tendance à prendre beaucoup de généralistes, justement parce que c'est des gens comme ça qui, ça crée une émulsion forcément. T'as pas des gens qui ne font que leurs tâches et c'est tout. Et donc ils aimaient beaucoup ça. Ils nous ont expliqué que du coup, c'est un studio qui est souvent appelé pour faire de la commande, bien sûr, parce que c'est des jeux vidéo, des groupes de jeux vidéo qui leur demandent de faire une petite cinématique, une petite séquence pour eux et tout. Mais ça n'empêche que, ils font du design jusqu'au compo. Ils ont carrément là créé un perso, ils nous ont montré toute la création, donc en 2D avec de la recherche de tête, de design, etc. Ouais. Puis développer le personnage en 3D, ils ont fait de la motion capture sur tout le visage, de la performance capture, pour le visage, etc., pour pousser le truc au maximum. Et le jeu vidéo finalement derrière a dit on va le mettre dans notre jeu parce qu'il est trop cool. Tu vois, c'est incroyable. Et ils ont comme ça du coup des talents de toute la chaîne, et je pense que c'est pour ça que maintenant ils peuvent s'attaquer au long, c'est qu'ils ont en fait toute la chaîne du design au compo. Et donc, ils peuvent se permettre d'y aller. Il disait justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, que les DCC, que tu as évoqué tout à l'heure, il y a de tout. Ils ont commencé sous After, maintenant ils sont sur Nuke, ils ont commencé sur 3ds Max, ils sont sur Maya, mais encore 3ds Max pour les environnements, notamment. Ils sont donc sur Nuke, sur Premiere et tout le bazar, et tout Sequency, GitHub aussi que tu as évoqué, voilà. Houdini pour le Cloth et le R, par exemple. Donc ça m'a assez surpris. Mais pourquoi ils sont sous Houdini pour ça ? Parce que le mec qui fait les FX
le mec qui devait s'occuper du Klaus et du R, en fait, s'est dit, il avait envie de faire du Houdini et il savait qu'il avait toute la team de FX à côté, de VFX pour le coup là, qui pouvait les aider à la moindre galère qu'il avait et tout. Donc ils se servent d'Houdini pour ça aussi. Ils font carrément de la presta en fait de motion capture et de performance capture. Donc on a vu leurs photos, ils ont toutes ces armatures, tu sais, avec tous les appareils photo autour. Ces salles toutes blanches avec des vraiment, je sais pas combien d'appareils là-dedans. Ils l'ont utilisé pour eux, puis au final, ils se disent, il y a plein de gens que ça intéresse d'avoir ce matériel. Donc en fait, ils sous-louent ce truc-là à d'autres boîtes qui ont besoin de faire ça. Il travaille aussi avec Bernard, qu'on a interviewé l'an dernier. Eh oui. Bernard, logiciel concurrent de Shotgun direct, qui va venir un peu leur mettre une petite clacounette, moi je pense. Ça a l'air vraiment, vraiment cool. Ils ont vraiment step up et là, c'est vraiment en train de s'intégrer chez Unit. On les salue d'ailleurs. Et oui, on les a croisés déjà sur le festival. Donc voilà, c'était un studio qui était vraiment hyper... on n'a rien vu de neuf, il n'y avait pas d'exclus. C'était surtout du retour sur les projets qu'ils ont fait et qui expliquait un petit peu tout le process. Et comment est-ce qu'ils ont petit à petit justement convaincu qu'ils étaient capables de faire du design, de faire du storyboard, de faire ci, de faire ça. Et que ils ont des trucs de plus en plus longs, jusqu'au point que du coup ils vont faire du long maintenant. Mais voilà, donc c'était un tour d'horizon vraiment bluffant. C'est un studio qui a l'air d'être très humain, même dans le point de vue... tu sais, ils organisent... Management et tout ça. Oui, bon, alors, effectivement, c'est dans l'air du temps de dire qu'on fait des soirées, des machins, etc., et que c'est un peu commercial, mais ils ont insisté, et j'ai reparlé encore avec le RH qui était présent, qui m'a re-insisté en me disant, même en off, me dire, on sait que c'est commercial de la point de vue des gens, mais en fait, non. Là, c'est vraiment... On s'est toujours donné les moyens pour que les gens se sentent le mieux possible. Et après, il y a les problèmes de toutes les boîtes. Il y a des gens qui râlent, il y a des gens qui sont pas contents. Par exemple, ils ont eu une offre de projet, ils nous racontaient ça, d'un long métrage. Je crois que c'est Doraemon, d'ailleurs, moi qui l'évoquais tout à l'heure. J'ai un doute. Ah non, c'était Gumball, je crois. C'était un autre personnage très connu. Et en fait, ils ont fait un sondage en interne. Et parce que trop de gens avaient dit qu'ils se sentaient pas de bosser sur un projet comme ça, ils ont refusé le long métrage. Ils ont ce luxe de dire on prend pas le long métrage parce que voilà, tu vois. Donc c'est super cool, il y a vraiment une envie de souder les gens au studio. Ils s'adaptent donc s'ils embauchent des gens, ils embauchent des gens aussi par rapport à ce qu'ils savent faire et que du coup si t'es bon dans Blender et que tu vas animer dans Blender, demain t'animeras dans Blender, pas de problème, tu vois. Okay. Ça s'intégrera. Et puis ils nous ont montré tous les outils de pipe qu'ils ont en interne et tout. Ça a l'air d'être hyper quali, un explorer, un truc qui te permet d'aller chercher des assets, un truc qui permet de faire du feedback, un truc qui permet de checker le sanity, le fameux sanity check qui permet de contrôler les scènes à la sortie pour qu'elles soient pas dégueulasses. Voir si tout est bon. Ouais. Donc voilà, au final, parce que je vais pas m'étaler 12 ans non plus, ça fait déjà un moment, mais c'est un studio qui est vraiment, j'ai l'impression, rodé, qui peut maintenant s'attaquer à du long métrage. Ils recrutent en ce moment, ils l'ont dit. Donc si vous êtes à Annecy, n'hésitez pas à aller sur leur stand. Ils sont prêts à accueillir tout le monde. Comme c'est plein de petits projets, du coup ça tourne tout le temps. C'est ce qu'ils disaient. Même si vous n'êtes pas pris là, c'est pas grave. Ça fera du relationnel pour plus tard. Et puis faut pas hésiter de repostuler régulièrement. Voilà, c'était tout ce que j'ai entendu était très très cool. Tu vois, ils prenaient pas que par l'expérience ou que par l'ancienneté ou que machin. Il y avait un ensemble de points très positifs. Je pense que c'est une boîte qui sort des trucs comme ça pas pour rien, en vrai. Alors, je pense qu'ils bossent beaucoup, on va pas se mentir, vu les qualités qui sortent, voilà. Mais voilà, c'était une super conférence. J'étais très surpris. J'y allais sans trop de prétention. Je voulais juste voir un peu ce qu'ils allaient nous dire. Et ça promet du très très bon pour la suite. Cool. Voilà. À suivre. Oh, je vais peut-être aller les voir. Bon, voilà, c'était nos 2 premières journées et demie, on va dire. On va deux premières journées, si on compte pas le dimanche. Oui. Et puis, on en a encore d'autres. Prochaine émission, elle sortira normalement vendredi. Donc cette émission-là, elle est prévue pour le. Vous l'avez ce mercredi. Oui, vous l'avez eu ce mercredi. Vous l'avez eu ce mercredi. La prochaine émission sera pour normalement vendredi. Et puis, on aura une émission récap un petit peu et fin de festival qui sortira dimanche ou lundi. Ouais, lundi, je pense, parce que le temps de rentrer, tout ça. Allez, on fera ça pour lundi. Voilà, écoutez, merci les bipèdes de nous avoir encore écoutés. N'oubliez pas de faire la pub autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Et on vous embrasse. Tu voulais rajouter un petit mot N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. J'essaie de faire des petites stories le plus possible, de raconter un petit peu ce qui se passe en live. Il y a
potentiellement un moment où on va rencontrer aussi nos patriobipèdes ou nos bipèdes, ceux qui nous écoutent, même ceux qui nous écoutent pour la première fois. Totalement. Donc tenez-vous au courant sur l'Insta, on fera une petite story pour annoncer ce moment-là. Merci encore, merci à tous. La semaine ne fait que commencer. Exactement. Ça va être beaucoup plus lourd là, ce qui arrive derrière. Là demain il y a déjà Migration, Miyazaki n'importe quoi, Kizaki quelque chose qui est un truc de Disney qui a l'air fou. Il va y avoir beaucoup de choses. Mars Express, je ne sais pas. Il y a Élémentaire, Fixed, machin. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et autre chose, si vous êtes sur le festival, que vous écoutez cette émission et que vous croisez des gens avec une casquette avec marqué CGY en jaune avec un point d'interrogation au bout, c'est nous. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir. Gros bisous, à bientôt les bipèdes. Bisous à tous, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.